Donc on va rester dans un secteur où les hommes sont vraiment en position de force, enfin ils sont pas rares, vous me direz, mais donc il s'agit là de l'artisanat, euh, qui est un domaine où les hommes sont en position de force à double titre, d'abord d'un point de vue numérique, puisqu'ils sont largement majoritaires, et puis aussi du point de vue des valeurs qui structurent les comportements, et donc sur lesquels je ne vais pas revenir en détail, hein, des attitudes de virilité, de résistance à l'effort et à la douleur, le déni, des atteintes que le travail peut faire au corps, enfin voilà. Donc la question que je me suis posée, c'est de savoir comment les femmes de l'artisanat se comportent, comment est-ce qu'elles arrivent comment est-ce qu'elles se comportent en matière de rapport au corps et à la santé par rapport à cet environnement où les normes masculines sont très fortes. Parce que les normes de comportement masculines et féminines divergent sur de nombreux points, et donc notamment en ce qui concerne la façon d'entretenir et de soigner le corps. Les matériaux que je mobilise sont issus de la thèse de sociologie que j'ai soutenue récemment, qui porte sur la santé au travail chez les artisans au fil du parcours professionnel. Donc santé, conditions de travail au fil du parcours professionnel. Une enquête que j'ai menée par immersion en travaillant dans des entreprises artisanales, et puis aussi sur base d'entretien. J'ai comparé deux groupes qui sont des artisans d'origine populaire, ceux étudiés dans les années 80 par Bernard Zarka et autres, et puis un autre type d'artisans plus récemment entrés dans cette catégorie, qui sont donc des gens issus de la classe moyenne avec un bagage culturel un peu plus élevé. Donc ce n'était pas spécialement consacré au genre, cette thèse, mais il y a quand même des résultats intéressants qui apparaissent et dont je souhaitais faire part. Donc, comme je le disais en introduction, les hommes sont majoritaires numériquement dans l'artisanat, puisque si on prend comme définition de l'artisanat la PCS 2.1, on voit qu'il y a 78% d'hommes dans cette catégorie, pour seulement 21 et quelques pourcents de femmes. Notons quand même que ça évolue positivement, puisqu'il n'y avait que 9% de femmes en 1982, donc quand même il y a une très relative féminisation de l'artisanat. Et c'était une des deux catégories professionnelles où on compte le moins de femmes indépendantes, avec les chefs d'entreprise de plus de 10 salariés. Outre cet aspect quantitatif, on peut voir aussi que les valeurs sont très nettement masculines, et des comportements de virilité sont encouragés tout au long du parcours professionnel, dès l'apprentissage. Les artisans apprennent à ignorer ou à naturaliser certaines douleurs liées au travail. On leur dit souvent c'est le métier qui rentre si t'as mal, donc ça il faut vraiment prendre ça au pied de la lettre, et leur corps petit à petit s'habitue à résister et à ne pas trop s'écouter, hein, pour reprendre une expression que j'entends souvent. Donc ce sont des qualités qui sont attendues, d'être des gros bosseurs, de venir travailler le dimanche ou les jours fériés pour aider son patron. Ce sont des attitudes attendues et qui facilitent l'entrée dans l'indépendance, l'accès à l'indépendance. En début de carrière, les artisans manifestent un très fort engagement physique qui accélère l'usure de leur corps, et puis progressivement, ils sont bien obligés de constituer d'autres types de capitaux pour se maintenir en activité. Au fil du temps, leur organisme s'épuise, et donc ils doivent constituer, grâce à un capital social ou économique, trouver des moyens de se maintenir en activité. Évidemment, ce personnage de l'artisan tout à fait insensible à la douleur est opposé en tout point, hein, au stéréotype féminin. On met plutôt en avant dans le travail des femmes, enfin de manière classique dans la division des tâches, leurs compétences relationnelles, leur patience, le fait qu'elles soient dévouées et douces. Et puis en matière de soins de santé, c'est aussi aux femmes qu'est dévolu le rôle de soignante. Les normes masculines s'imposent aux femmes de l'artisanat, mais de manière différenciée, selon la position qu'elles occupent au sein du processus de production. Donc je distingue deux situations typiques. La première, c'est celle des conjointes d'artisans, donc qui sont des femmes qui participent à l'entreprise en exerçant des tâches peu visibles, pas forcément secondaires, mais parce qu'elles sont importantes, mais en tout cas peu visibles. Et puis les artisanes, c'est la deuxième situation, où là ça correspond à des femmes qui travaillent seules ou bien parfois avec leur conjoint, mais qui dans ce cas remplissent à peu près les mêmes tâches que lui. Donc je vous propose d'examiner successivement ces deux situations, en commençant par les conjointes d'artisans, qu'on rencontre plus volontiers, plus facilement dans la fraction populaire de l'artisanat. Alors le cas très connu en sociologie, c'est la boulangerie par exemple, étudié par le couple Berthaud-William, où là on voit qu'il y a une division des tâches et en même temps une hiérarchisation entre hommes et femmes.
Les hommes s'occupent du travail productif et des aspects techniques de l'entreprise, et les femmes de l'administration, de la comptabilité, éventuellement de la vente au comptoir. Dans ce cas-là, j'avance très vite, lorsque la division du travail est organisée selon ce schéma classique, là, les stéréotypes de genre en matière de santé jouent pleinement, comme je vais vous l'expliquer à partir de plusieurs exemples. D'abord, le cas de Franck et Betty, qui sont à la tête d'une petite entreprise de construction métallique. Ils ont 2 salariés. C'est une entreprise familiale que Franck a repris de son père. Et donc, voilà, ils fonctionnent selon cette répartition tout à fait classique. Et on voit pendant l'entretien certaines phrases très révélatrices. Franck en début d'entretien, il a évoqué des douleurs aux mains. Et donc, je l'interroge là-dessus, je lui demande s'il est suivi médicalement. Et il me dit, ouais, j'ai fait un examen, mais enfin, je ne me souviens plus très bien comment ça s'est passé. Et là, Betty, qui restait plutôt en retrait pendant l'entretien, ne peut pas s'empêcher d'intervenir pour lui dire, tu devrais te faire opérer. Et lui, oui, mais on va attendre un petit peu. Enfin, non, il a tendance à minorer. Et puis, dans la suite de l'entretien, il me dit, je viens de faire un bilan sanguin il y a 2 jours à la demande de ma femme. Ça n'a pas l'air trop mauvais. Donc, on voit que les stéréotypes de genre auxquels se plie Franck l'empêchent de faire état des douleurs qu'il ressent. Et c'est sa femme qui, selon le stéréotype complémentaire, lui demande de ne pas dépasser ses limites. Alors il y a bien sûr, quand on a un entretien avec un couple, il ne faut pas être dupe, ils se connaissent très bien, donc il y a une certaine mise en scène de leur personnage face à un étranger. Mais enfin néanmoins, on voit quand même que Betty joue un rôle protecteur vis-à-vis de la santé de son époux. Et en l'espèce, il semble que Franck n'aurait pas réalisé ses examens si sa femme ne lui avait pas demandé de le faire. Et ça lui permet de justifier, entre guillemets, une certaine faiblesse de sa part. Néanmoins, il faut quand même préciser que pendant cet entretien, j'ai eu la surprise de voir que le couple était venu travailler avec un nourrisson de 3 semaines. Et donc Betty avait repris le travail. Son congé de maternité avait été vraiment très court. Donc ça me laissait penser que certes, il y a un souci de prendre soin d'autrui, mais enfin, il y a quand même certaines limites. Elle prend soin de son mari et de son enfant, mais pour autant que ça n'entrave pas le fonctionnement économique de l'entreprise, qui reste quand même le but premier. Donc finalement, il me semble que le rapport à l'entreprise, donc cette importance de ne pas s'arrêter de travailler et de faire fonctionner l'entreprise à tout prix, est partagé par les 2 individus, et qu'il faut plutôt voir une certaine complémentarité dans les rôles qui se manifestent. Ça, c'est le premier cas où j'ai examiné la conjointe de l'artisan pour voir quelle est son attitude par rapport à son époux. Mais le rôle des conjointes d'artisans dépasse largement ça, puisque dans les entreprises où il y a des salariés, elles sont aussi en contact avec eux. Dans l'artisanat des classes populaires, l'autorité s'exerce selon un mode paternaliste, où le patron incarne le père, les salariés plutôt les enfants, et bien sûr la femme incarne la mère de famille. Donc il y a une certaine... elle a tendance à prendre soin du collectif de travail, à essayer de garder une bonne ambiance et se montrer accueillante, soucieuse du bien-être des salariés. Par exemple, dans une entreprise de carrelage où j'ai travaillé, chaque matin, les ouvriers, à 7h30, on se retrouvait tous dans la cuisine du patron, avec la femme qui nous servait le café. On embrassait les enfants. Enfin, c'était vraiment très familial. Et donc, son rôle à elle consistait à entretenir cette bonne ambiance. Mais dans son cas, elle n'intervenait pas avec nous sur le chantier, puisque après on partait travailler, elle restait là. Donc son rôle se limitait à cette fonction de care. Par contre, lorsque la conjointe partage avec les ouvriers le même espace de travail, il y a aussi un rôle d'encadrement des salariés qui apparaît, comme on peut le voir dans un autre exemple, celui de Thomas et Claire, qui ont une petite entreprise d'aménagement de véhicules poids lourds. Et là, donc comme elle travaille sur place et qu'elle est en contact avec les ouvriers, elle leur donne fréquemment des injonctions alors qu'ils portent sur des tas de domaines, comme le fait de dire bonjour, d'arriver à l'heure, l'usage de formules de politesse. C'est elle qui marque le début et la fin des pauses café. Et puis aussi beaucoup d'injonctions sur la prévention des risques professionnels, notamment sur le port du casque, des lunettes de sécurité et ce genre de choses. Et effectivement, les normes masculines en vigueur se prêtent souvent mal à l'imposition de règles de sécurité quand elles entrent en contradiction avec la virilité.
d'autant plus que les employeurs demandent souvent à leurs ouvriers de faire des choses interdites par le Code du travail. Mais à l'inverse, les stéréotypes féminins se prêtent mieux à ces pratiques de prudence, donc la femme est plutôt bien placée pour faire respecter certaines normes de comportement. Donc elle agit non plus seulement, alors pour employer des termes locaux, non plus seulement en tant que femme de patron, mais aussi en tant que patronne quand elle leur donne ses injonctions. Et ces injonctions sont données surtout dans le but d'éviter les problèmes, puisque les employeurs sont responsables de la sécurité et de la santé de leurs salariés. Elles donnent des injonctions aux salariés, mais elles n'en donnent pas à l'auto-entrepreneur, qui lui est supposé connaître tout ça. Donc c'est vraiment, comment dire, c'est pas de la dévotion ou simplement le fait de vouloir prendre soin d'autrui, c'est aussi le fait de se protéger des éventuels ennuis. Donc on voit qu'en plus des fonctions habituellement attribuées aux conjointes d'artisans, eh bien on voit qu'elle exerce une autorité dans divers domaines, et notamment dans l'application des règles de sécurité qui contribuent à protéger leur santé. Deuxième cas, c'est celui des artisanes qui, elles, exercent le métier, seules ou bien ou pas, mais peu importe. Quand elles travaillent dans des métiers très masculins, alors je pense au cas d'une maréchale ferrante par exemple, ou d'une sculptrice monumentale en granit, là elles adoptent en gros les normes de comportement masculine, voire elles en font plus parce qu'elles ont le sentiment de devoir en faire plus que les hommes pour être acceptées parmi eux, pour chercher à rattraper une infériorité supposée. Ouais. Par contre, dans des métiers plus mixtes ou plus féminins, qui seraient par exemple la coiffure, la fabrication de bijoux, la fabrication de vitraux, on voit qu'en fait les attitudes, notamment en matière d'arrêt de travail, sont tout à fait les mêmes que celles des hommes. Alors j'accélère un peu mon exposé. Notamment une coiffeuse qui souffre de tendinite, puisque bon, le geste répétitif provoque des problèmes de tendinite et de canal carpien, qui doit se faire opérer et qui tient vraiment un discours typiquement viril, on peut dire. Elle me dit « Je ne m'écoute pas, sinon je ne serai pas là au boulot. S'il fallait toujours s'écouter, on ne serait pas là, on travaille, et puis après, ça passe. » Donc finalement, elles adoptent tout à fait les normes masculines en vigueur, et ça se voit aussi très bien quand on examine le congé de maternité. Selon une étude du RSI de 2007, donc du régime social des indépendants, 25% des femmes ne se sont pas arrêtées de travailler avant l'accouchement. Donc c'est assez révélateur de cet acharnement au travail. Donc face aux normes masculines, les conjointes d'artisans et les artisanes se comportent de manière assez différente. Les premières adoptent une attitude qui consiste à répondre aux stéréotypes masculins par des attitudes féminines complémentaires. Elles jouent un rôle protecteur en incitant leurs conjoints à se ménager, à consulter un médecin ou à interrompre le travail. Et au niveau du collectif de travail, elles jouent un rôle favorable à la santé des salariés en leur relayant des consignes de sécurité qui en général sont élaborées par son mari, même si elles agissent avant tout dans un souci de bonne gestion de l'entreprise. Donc ça, c'est un rôle c'est un levier d'action intéressant dans la santé au travail, d'insister, de peut-être former éventuellement des conjointes à la santé au travail. Il faut ajouter aux fonctions habituellement reconnues aux conjointes d'artisans la prévention des risques professionnels. Je crois que c'est vraiment un levier intéressant, surtout dans les petites entreprises où on a beaucoup de mal à faire appliquer le Code du travail. Quant aux artisanes, elles ont tendance à adopter pour elles-mêmes les normes de comportement masculines et à manifester le même acharnement au travail que les hommes. Alors on peut se demander si cette attitude est en rapport avec leur origine sociale. En effet, on observe parfois, et on l'a vu dans cette session chez plusieurs intervenantes, on observe parfois chez les femmes d'origine populaire des attitudes de virilité. Alors je pense aussi aux aides à domicile étudiées par Christelle Avril. Mais il semble que là, dans le cas des artisanes, ce ne soit pas le cas, et que plutôt l'acharnement au travail soit à mettre en rapport avec le statut d'indépendant. Puisque, quelle que soit leur origine sociale, classe moyenne ou populaire, hommes et femmes finissent par adopter cette attitude au bout de quelques années. Donc les femmes de l'artisanat se comportent différemment selon la place qu'elles occupent dans le processus de production, mais globalement, leur comportement vise toujours à garantir l'activité économique de l'entreprise qui passe par la prise en compte de la santé de l'artisan et de ses salariés. Donc, comme le remarque Dominique Jacques Jouvenot, l'entreprise impose sa règle aux hommes comme aux femmes, et de ce point de vue, une explication en termes de domination masculine n'épuise pas le débat de la place des femmes dans les métiers de l'indépendance. Les normes de genre féminines sont donc suivies, mais avec certaines limites, c'est-à-dire tant qu'elles n'entravent pas le fonctionnement économique de l'entreprise. Et même lorsque des mesures
sont prises en vue d'améliorer la protection sociale ou la santé. Donc là, je pense au congé de maternité ou à la reconnaissance du travail des conjointes par la possibilité d'opter pour un statut de conjointe. Eh bien, ces mécanismes n'ont pas été mobilisés et en fait sont restés lettre morte jusqu'à ce qu'ils soient imposés. Donc aujourd'hui, les femmes sont obligées de choisir un statut de conjointe alors qu'avant c'était facultatif. Pour expliquer cette réticence, alors c'est un peu pareil pour le congé de maternité, il y avait un non-recours au congé de maternité et le RSI a décidé de rendre obligatoire 2 semaines de congé de maternité avant l'accouchement. Donc il y a une certaine réticence à la protection sociale, on peut dire, ou au progrès en tout cas, à la reconnaissance du travail féminin, mais on peut bien sûr évoquer la défiance habituelle des artisans envers l'État, leur refus de payer des cotisations sociales supplémentaires, mais leur discours montre aussi qu'ils partagent avec les hommes de l'artisanat cet acharnement au travail et les valeurs qui l'accompagnent. Voilà. Et donc en matière de travail indépendant, il semble bien que le dévouement à l'entreprise soit partagé par les hommes et par les femmes, même au prix de leur santé. Voilà. Merci de votre attention.